Il est 2 heures du matin et je suis seul dans le petit bureau que ma femme et moi partageons. Je tiens fermement son iPhone, celui qu'elle ne lâche jamais, pas même pour un instant. La seule fois où elle ne le garde pas à portée de main, c'est quand elle dort. J'ai attendu mon moment, patiemment. Pourquoi est-ce que je fais ça? Suis-je en train de devenir paranoïaque? Comment puis-je même penser à douter de ma propre femme? C'est mon travail d'avocat, je vois des mensonges partout. Ça a commencé par de petites choses. Un coup de téléphone qu'elle a brusquement interrompu dès que je suis entré dans la cuisine. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé son téléphone pour commander une pizza. Elle a hésité avant de me le tendre, agissant comme si ce n'était rien. Mais je savais que ce n'était pas normal. L'historique des appels et les messages étaient effacés, totalement vides. Ce n'était pas un simple oubli, c'était volontaire. Qu'est-ce qu'elle cache? J'ai besoin de le découvrir. La plupart des gens n'ont aucune idée de la vulnérabilité de leur téléphone. Vous pensez que les lignes fixes étaient faciles à pirater? Les smartphones, c'est encore pire. Vous ne me croyez pas? Faites vos propres recherches. J'ai même acheté un e-book en lecture rapide sur le hacking. Les iPhones peuvent être déverrouillés, leur sécurité contournée. Nos filles, aussi intelligentes soient-elles, ont déjà craqué le téléphone de leur mère le jour où elle l'a eu. Maintenant, je suis là, seul avec son téléphone et un câble de connexion dans les mains. Je m'arrête un instant. Est-ce que je vais vraiment faire ça? Est-ce que je veux vraiment connaître la vérité? Un seul faux pas, un seul secret révélé et tout pourrait s'effondrer. 19 ans de mariage, une vie que nous avons bâtie ensemble. Un mariage qui, dans l'ensemble, a toujours été solide. Doris a toujours été là pour moi, a toujours mis la famille en premier. Elle ne demande jamais grand-chose. Je ne l'ai pas épousée par amour, mais je n'ai jamais regretté de l'avoir épousée. J'ai rencontré Doris lors d'une soirée Sigma Chi. Les gens pensent que les fraternités sont uniquement synonymes de privilèges et de statut, mais la nôtre était différente. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de fraternité. Nous accueillions tous les types de personnes, des sportifs, des geeks, des marginaux, des intellectuels, tant qu'ils étaient de bonnes personnes. À l'époque, j'étais en 2e année de droit, plutôt déconnecté de la vie étudiante. Mais cette nuit-là, je devais superviser l'événement d'intégration des premières années. Et c'est là que Doris est arrivée avec ses amis. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la fille de la meilleure amie de ma mère, même si je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle était différente, maintenant. Elle avait grandi, elle dégageait une confiance nouvelle, rien à voir avec la gamine maigrelette dont je me souvenais. Je devais lui dire bonjour. Elle était peut-être défoncée, peut-être simplement ivre, j'espérais juste que ce n'était que de l'herbe. « David » a-t-elle crié, jetant ses bras autour de moi avant de m'embrasser avec audace, un baiser possessif, comme si elle voulait revendiquer quelque chose. Elle avait toujours été extravertie, mais ce soir-là, elle en faisait des tonnes, jouant de son charme, s'assurant que tout le monde sache qu'elle avait attiré l'attention du gars plus âgé, du membre du frat en charge de la soirée. Je suis resté, gardant un œil sur elle, veillant à ce que son groupe rentre sain et sauf. Au milieu de tout ça, elle a décidé que nous formions un couple. Nous avons commencé à nous fréquenter, sans engagement. Elle était en première année, j'étais presque diplômé de la fac de droit. Puis elle a rompu. « Je veux voir d'autres personnes », m'a-t-elle dit. J'ai fait comme si ça ne me touchait pas, mais plus tard, j'ai compris à quel point elle me manquait. Doris n'était pas belle au sens classique, mais elle avait cette présence, cette énergie qui remplissait la pièce. Sans elle, tout paraissait plus calme, plus terne. J'étais réservé, rationnel, elle était électrique, impossible à ignorer. L'été est arrivé. J'avais besoin d'une expérience juridique, et pendant que mes camarades se battaient pour des stages dans des cabinets prestigieux des grandes villes, j'ai accepté un poste dans un petit cabinet de notre ville universitaire. La question du logement était compliquée, mais l'université m'a proposé un dortoir en échange de la supervision des étudiants d'été. Doris était aussi sur le campus, suivant des cours d'été. Je l'ai évitée, jusqu'au jour où elle m'a arrêté dans le couloir. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « De quoi ? » « De nous. De l'erreur que j'ai faite.
Elle regrettait d'avoir mis fin à notre relation. Elle voulait une autre chance. Je n'étais pas sûr, mais j'ai accepté, prudemment. Doris, elle, était déterminée. Son anniversaire tombait le 15 août. Elle a eu 18 ans cet été-là. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait, elle n'a même pas réfléchi. Je veux que tu me fasses l'amour. Je veux que tu sois mon premier. J'étais pris au dépourvu. Je n'étais pas sûr d'être prêt pour cette responsabilité. Je le lui ai dit. Mais elle n'acceptait pas un non pour réponse. Ce samedi-là, elle faisait du bénévolat dans un refuge pour femmes. Je devais la récupérer à 16h à l'Union étudiante. Elle est arrivée en jean, un t-shirt décontracté, un sac de nuit jeté sur son épaule. Nous vivions dans le même bâtiment, pourquoi ce sac, alors? Quand elle m'a vu, elle a souri et s'est avancée, m'embrassant là, devant tout le monde. Ce n'était pas juste de l'affection, c'était une déclaration, un manifeste, elle voulait que les gens sachent exactement ce qui allait se passer. Nous avons marché en silence jusqu'à ma chambre universitaire. J'ai allumé des bougies, ouvert une bouteille de champagne White Star. Elle était nerveuse, moi aussi. Je n'étais pas un coureur de jupons, je n'avais eu que 2 femmes avant elle, et ces histoires avaient été brèves. Mais Doris avait des attentes. Nous avons bu lentement. Je l'ai déshabillée, mes mains et mes lèvres explorant sa peau. Quand elle était prête, je me suis déshabillé aussi, laissant tomber mon short. Elle a éclaté de rire, puis elle m'a surpris. Être avec Doris a tout changé. Elle était intrépide, libérée, totalement présente. Elle réclamait une proximité que je n'avais jamais connue auparavant. Avec elle, ce n'était pas seulement fréquent, c'était électrisant. Et elle s'assurait toujours que j'en veuille encore plus. Avec le temps, le sexe est devenu juste un aspect de notre relation. Nous étions un vrai couple. Rétrospectivement, j'aurais dû voir les signes. Mais à ce stade, j'étais déjà trop impliqué. J'étais amoureux. Doris le savait, et elle a vite appris à utiliser notre lien pour me garder près d'elle. Je suis devenu une extension d'elle-même, un trophée qu'elle affichait fièrement, s'assurant que tout le monde sache que nous étions ensemble. Je n'avais jamais eu de vraie relation avant elle. J'aimais appartenir à quelqu'un. Finalement, elle a décidé qu'il était temps que je rencontre sa famille, ses parents, Margaret et Laurence Boswell, et sa petite sœur Marian. Et son petit frère, Larry Jr., les Boswell, eh bien, il ne manquait de rien. Leur père, Larry Senior, était vice-président principal à l'Ashland National Bank. Leur mère, Margaret, enseignait au collège communautaire. C'était une famille raffinée, bien éduquée, le genre de gens qui vous accueillaient avec chaleur tout en vous évaluant discrètement. Ils me traitaient comme un roi, surtout parce que j'étais en 3e année de droit, avec un avenir prometteur devant moi. Margaret connaissait ma mère depuis le lycée. Tandis que ma mère poursuivait une carrière en soins infirmiers, Margaret avait choisi le monde universitaire. Elle était impressionnante, majestueuse, avec cette élégance naturelle qui faisait tourner les têtes. À 40 ans, elle en paraissait à peine 35. Son mari, bien qu'élégant, commençait déjà à montrer les marques du temps à 45 ans, son visage trahissait une certaine fatigue. Leur fille de 16 ans, Marianne, avait hérité de la grâce et des traits saisissants de sa mère. Et puis, il y avait Larry, 11 ans. Déjà grand et athlétique. Lui et moi, on a immédiatement accroché. Avec le temps, il est devenu bien plus que le petit frère de ma copine, il est devenu mon meilleur ami. Bien avant que Doris et moi devenions un couple, ma famille l'avait déjà adopté. Elle faisait presque partie de notre foyer accueilli comme si elle avait toujours été des nôtres. Même ma petite sœur, Paula, l'admirait profondément. Contrairement aux Boswell, notre famille n'était pas riche. Mon père, David Sané, était copropriétaire d'une entreprise familiale de location de matériel avec mon oncle John. Mon oncle était strict, rigide, et pas particulièrement brillant. C'était mon père, avec son charisme et son sens du contact, qui faisait vraiment tourner l'affaire. L'argent, chez nous, était toujours une source d'inquiétude. Ma mère, Agnès, travaillait comme infirmière pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Grande, blonde et indéniablement belle bien que,
soyons honnêtes, son coiffeur y jouait un rôle. Elle travaillait de nuit depuis aussi longtemps que je me souvienne. Avec le temps, elle avait gravi les échelons jusqu'à devenir infirmière en chef à l'hôpital. À la fin, elle gagnait autant que mon père, si ce n'est plus. Ma relation avec mon père était plus compliquée. Extraverti, il me poussait sans cesse à sortir de ma zone de confort. Choisis bien tes batailles, disait-il. Évite les conflits si tu peux, mais ne recule jamais quand il faut tenir ta position. On n'était pas toujours d'accord, mais sur une chose, il n'avait aucun doute, il approuvait Doris. C'est elle, la bonne, m'avait-il dit. Elle a le cerveau, et la beauté comme sa mère. En grandissant, mes soirées préférées étaient celles où ma mère faisait le service de nuit de 16h à minuit, les vendredis et samedis. Mon père me laissait veiller tard. Il allait la chercher pendant que je gardais mes frères et sœurs. Et quand il rentrait, il ramenait des burgers et des milkshakes. Mais parfois, elle rentrait seule, bien plus tard. Je me réveillais au bruit de la douche, des chuchotements dans leur chambre, les rires doux de ma mère, puis les grincements familiers de leur lit. Même quand l'argent manquait, même quand ma mère enchaînait les heures supplémentaires, notre maison était remplie d'amour. Nos familles étaient profondément liées. Ma mère et celle de Doris étaient inséparables. Tout le monde pensait que notre relation mènerait au mariage. Ma mère, elle, ne laissait pas de place au doute. C'est une fille incroyable, Davet. Ne gâche pas ça. On attend tous le mariage. Elle m'aimait, bien sûr, mais à ses yeux, j'étais encore un gamin. Et peut-être qu'en ce qui concernait Doris, c'était vrai. J'aimais la simplicité de notre relation. Tout semblait facile. Sans pression. Mais Doris, elle, avait d'autres projets. En septembre, elle a emménagé chez moi. J'étais dans ma dernière année de droit, essayant de rester concentré. Mais elle insistait, on devait vivre ensemble. Ensemble. Ça a mis mes finances à rude épreuve, mais elle ne s'inquiétait pas. Quelques allusions discrètes à sa mère et voilà que son argent de poche augmentait. Avec cette nouvelle situation, les attentes aussi ont changé. Notre relation devait devenir sérieuse. En mai, la question n'était plus si, mais quand on allait se marier. Un soir, avec un soupçon de frustration dans la voix, elle m'a demandé: « Qu'est-ce que tu attends ?» Pour elle, c'était simple, j'étais son premier. Ce qui, dans sa tête, signifiait que je lui devais un engagement. Ironique, puisque c'était sa décision. Mais à ses yeux, ça ne changeait rien. J'étais à quelques semaines de l'obtention de mon diplôme. Sur le point d'entrer dans une carrière juridique prometteuse. Un bon parti. Doris, encore étudiante, ne comptait pas être laissée de côté. Elle avait trop investi. Trop bien joué ses cartes. Doris voyait toujours la vie à travers un prisme très personnel. Ce qui est bon pour moi est bon pour nous. Et le pire? Elle avait souvent raison. Son instinct surpassait le mien. Elle me poussait à avancer. À devenir plus fort. Avec elle, je me sentais meilleur. Le meilleur de moi-même. Alors, si elle voulait une bague avant la fin de mes études, pourquoi est-ce que j'hésitais? Ce n'était pas par manque d'amour. Je l'aimais. Avec elle, tout était fluide. Elle apportait de la lumière dans ma vie. Une passion constante, un confort inégalé. Quand elle était dans mon lit, aucune autre femme ne m'intéressait. Je connais des hommes incapables de regarder une belle femme sans imaginer ce qu'elle est au lit. Moi? Jamais. Avec Doris, cette pensée ne me venait même pas à l'esprit. J'avais tout ce que je voulais. Mais, pour toujours? Je n'étais pas prêt. Je trouvais des excuses. Elle est trop jeune. Elle avait 18 ans. Moi, presque 25. Argument logique, mais pas entièrement honnête. Ma mère l'avait compris. Doris est plus mature que toi, dit-elle sèchement. J'avais 17 ans quand j'ai épousé ton père. Ce n'est pas une question d'âge, mais de savoir si tu es prêt à devenir un homme. Et le fait que tu hésites, après avoir vécu avec elle comme un couple marié, prouve que tu ne le es pas. Elle voulait que je grandisse. Moi, je ne savais pas si j'en étais capable.
Et si un jour elle se réveille, et réalise qu'elle a raté sa jeunesse, ai-je demandé. Toi, t'as peur de passer à côté de ta vie, répliqua ma mère. Tu vas décrocher ton diplôme, lancer ta carrière, et la laisser derrière. Elle n'avait pas tort. Au final, Doris avait trop d'influence, et trop de gens derrière elle. J'ai cédé. Une semaine après avoir réussi l'examen du barreau, on s'est mariés. Je n'ai jamais eu de fête de célibataire. À peine eu le temps d'en rêver. Je passais 20 heures par jour à réviser pour le barreau de New York, un des plus difficiles du pays. Même les diplômés de Harvard n'avaient que 41% de réussite. Quand les résultats sont tombés, Doris était déjà enceinte de 3 mois. Officiellement, c'était un accident, mais ceux qui y croyaient étaient naïfs. Doris avait verrouillé sa place. 3 jours avant de recevoir mes résultats, on a appris qu'on attendait des jumelles. J'étais déjà nerveux, suspendu au verdict de l'examen. Mon emploi dans le cabinet où j'avais fait mon stage en dépendait. Rater signifiait tout perdre. Réussir, c'était une augmentation dont on avait cruellement besoin. Mais même avec ce salaire, l'argent manquait. Je bossais 60 heures par semaine, juste pour payer les couches. Doris, elle, n'a jamais ralenti. Ni la grossesse, ni nos finances ne l'ont arrêtée. Elle a passé son dernier examen de l'année, 1 heure avant que sa poche des os se rompe. 5 heures plus tard, sans une seule plainte, elle a donné naissance à 2 magnifiques filles identiques. Pour moi, ce fut le coup de foudre immédiat. 18 ans plus tard, je les aime toujours. Mais plus tout à fait de la même manière. Les premières années. Une lutte. L'argent, toujours serré. Et notre appartement semblait rétrécir de jour en jour, mais Doris ne s'est jamais plainte. Être père, c'était un mélange d'émerveillement et de peur. Je me souviendrai toujours de ces nuits où je les bordais dans leur lit. En leur lisant Make Way for du Kling, Charlotte S. Webb, One of Green Gables. Elles étaient tout mon univers. Je croyais sincèrement pouvoir tout réparer. Même arrêter la pluie rien qu'en souriant. La vie n'était pas facile, mais leurs câlins. Leurs éclats de rire. Tout cela rendait chaque épreuve supportable, chaque jour un peu plus précieux. Mais évidemment, toutes les journées n'étaient pas remplies d'histoires du soir et de chaleur familiale. Je me souviens de cette nuit-là. Celle où nos 2 filles ont été transportées d'urgence à l'hôpital. Moi, je me suis effondré. Pas Doris. Elle m'a pris le visage entre ses mains. Et m'a obligé à croiser son regard. David, écoute-moi, m'a-t-elle dit d'un ton ferme. Elles vont s'en sortir. Crois-le. Et quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je resterai à tes côtés. Dans ces premières années. C'est elle qui a maintenu notre mariage debout. Je ne sais pas si j'aurais pu y arriver sans elle. Je voulais lui offrir tout ce qu'elle méritait. Je voulais réussir. Pour elle. Pour nos filles. Avant le mariage, avant les enfants. L'ambition n'avait jamais été mon fort. Si je suis honnête, j'avais toujours été un peu paresseux. Mais l'amour, la responsabilité, la paternité. Tout cela m'a transformé. Ils ont réveillé en moi une volonté implacable. Et pour avancer, j'ai dû faire des sacrifices. Percer dans le droit, ce n'est pas facile. Des heures interminables, un stress constant. Peu de récompenses immédiates. Il fallait que je sois plus malin que les autres. Utiliser toutes les failles. Repérer chaque opportunité. À la maison, Doris et les jumelles, Patricia et Elisabeth. Ou simplement Pat et Beth. Était ma raison de continuer. Doris prenait des cours du soir. Tandis que moi, je gérais le coucher. J'étais épuisé. Mais j'étais heureux. Quand les filles ont commencé la maternelle. Doris avait décroché son doctorat. Elle a commencé à enseigner dans une université communautaire. Et 3 ans plus tard, elle est devenue professeure titulaire. Spécialisée dans les études shakespeariennes. Son salaire aidait, bien sûr. Mais à ce moment-là, ça n'avait plus d'importance. J'étais devenu associé dans un grand cabinet juridique. Mais pour y arriver, je n'avais pas toujours joué franc jeu.
L'argent était bon. Ma conscience, un peu moins. La plupart des Américains croient que posséder une maison est un droit fondamental. L'idée que le gouvernement puisse vous prendre votre bien paraît impensable. Et pourtant, ça arrive chaque jour. Le droit d'expropriation donne à l'État le pouvoir de prendre des terrains. Soi-disant pour des projets publics, routes, écoles, hôpitaux. Sur le papier, les propriétaires sont dédommagés équitablement. Mais dans la réalité, si vous croyez que l'État joue selon les règles, vous êtes exactement le genre de personne qui finit par tout perdre. C'est là que des avocats comme moi entrent en jeu. Les procédures d'expropriation sont strictes. Et un avocat expérimenté sait exactement comment les exploiter. La plupart des gens n'ont même pas d'avocat. Ou alors ils en engagent un sans expérience. Le secret, dans ce domaine, est simple. Il faut que votre nom soit le premier que les gens voient quand ils cherchent de l'aide. Moi, j'avais un avantage. À la fac de droit, mon nom Landon venait juste avant celui de Landreau. Ce qui fait que j'ai passé 3 ans assis à côté de James Landreau. Un gars brillant, ambitieux, avec des connexions politiques en béton. Il a gravi les échelons rapidement. Jusqu'à devenir conseiller juridique auprès du comité législatif du Sénat de l'État de New York. Sur les entreprises et associations. Ce comité supervisait les affaires d'expropriation. Mais à ce stade, l'expropriation n'avait plus rien à voir avec l'intérêt public. C'était devenu un outil. Un moyen pour les puissants de dépouiller les plus faibles. Aujourd'hui, les terres saisies ne servent plus à construire des autoroutes ou des hôpitaux. Elles sont offertes à des promoteurs privés. On appelle ça de la réhabilitation. Mais en réalité, c'est du vol légal. Tu penses que j'exagère? Regarde le bâtiment du New York Times. Le terrain sur lequel il est construit, à un emplacement de rêve à Midtown Manhattan, a été pris sous prétexte d'utilité publique. L'affaire aurait permis au Times d'économiser 80 millions de dollars. Étrangement, ils n'ont jamais jugé bon de le mentionner dans leurs articles. Mon boulot? Défendre mes clients. Ou du moins, les défendre dans les limites du système. Et je jouais très bien à ce jeu. J'engageais des experts qui savaient exactement quels chiffres me fournir. Je veillais à ce que les fonctionnaires chargés de l'évaluation des biens aient quelques petits boulots discrets avec moi. Mes clients obtenaient de meilleures offres qu'ils n'auraient jamais pu rêver seuls. Mais le vrai secret pour garder une longueur d'avance, savoir ce qui allait se passer, avant tout le monde. C'est là que Jimmy intervenait. Au début, c'était juste un tuyau de temps en temps. Un petit coup de fil sur un projet immobilier le long de l'Hudson. Puis, c'est devenu une habitude. Du cash contre des infos. Jimmy avait un vice. Le jeu. Course de chevaux, machine à sous, casino sur terre tribale. Il était toujours endetté. Ce n'était pas vraiment des pots de vin. Juste, des prêts. Qui n'étaient jamais remboursés. Mes associés étaient impressionnés. Ma capacité à prédire les opportunités. Mon instinct. Les rendait riches. Et pendant des années, ça a marché. Rien d'illégal, techniquement. Juste un peu de connaissances internes. Un peu de manigance. Je me disais que je rendais service. Mais une fois qu'on franchit une ligne, la suivante devient plus facile à dépasser. Et un soir, j'en ai franchi une autre. J'ai piraté le téléphone de Doris. Le logiciel espion était très avancé. Chaque appel était enregistré. Chaque message m'était transféré. Je pouvais même écouter ses conversations en direct. En théorie, rien de ce qu'elle disait ou faisait ne pouvait m'échapper. Mais la réalité était bien plus compliquée. Le premier jour, elle a passé 5 heures au téléphone. Écouter tous ces enregistrements était fastidieux. 45 minutes à parler d'une robe qu'elle avait vue au centre commercial. 1 heure entière à discuter d'un livre avec une amie. 3 semaines à écouter des conversations banales m'ont convaincu que je devenais parano. J'étais prêt à désinstaller le logiciel. Et puis, les messages sont arrivés. J'étais en réunion quand mon téléphone a vibré.
3 notifications. 3 messages interceptés. Doris et moi, on ne s'envoyait presque jamais de textos. Ce n'était pas notre truc. Je regarde. 3 messages. Rappelle-toi, on n'a que 2 jours. Tu me manques tellement, Marc. Quand t'es où? Puis la réponse. Cooper, 12h30. Je t'aime. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Doris avait un rendez-vous déjeuner avec quelqu'un qui s'appelait Marc. Quelqu'un qui lui manquait. Quelqu'un qu'elle aimait. Cooper. Un petit restaurant discret, à l'écart de la ville. Le genre d'endroit qu'on choisit quand on ne veut pas être vu. Il était déjà midi passé. Je n'aurais jamais le temps d'y aller. Mais j'avais une autre option. J'ai lancé le logiciel espion depuis mon iPad. Et j'ai pris ma voiture. Au début, je n'entendais que des bruits de rue. Doris conduisait encore. Puis, les sons étouffés d'un restaurant. Et la voix d'une femme, polie et professionnelle. « Bonjour, je peux vous aider ?» Un homme a répondu sèchement. « J'ai un rendez-vous. » Une courte pause. Puis la femme, cette fois avec un ton de reconnaissance. « Ah, le voilà. » Des bruits de chaises, de mouvements, un câlin peut-être. Doris s'est assise. Ils ont échangé des banalités. L'homme avait une voix assurée, jeune, séduisante. Puis, il a commencé à la complimenter. Ses cheveux, sa robe, sa beauté. La façon dont elle restait si jeune. Ses mots glissaient facilement. La séduction était instinctive chez lui. Et moi, j'étais là, en train de bouillir de haine. Puis, les plats sont arrivés. Le ton a changé. Et il a prononcé mon nom. Ton mari? Ce gars-là, c'est une blague. Doris n'a pas protesté. Un vieux. Raide? Ennuyeux, a continué l'homme. Il ne te mérite pas. Ce n'était pas un simple déjeuner. C'était autre chose. Quelque chose de profond. De dangereux. Il a murmuré. Je te veux, Doris. On pourrait avoir quelque chose de réel. Elle a hésité. Je ne peux pas. Je suis marié. David et moi, on devait vieillir ensemble. Il a ricané. Lui, il est déjà vieux. Toi, tu es encore jeune. Pourquoi gâcher ça? Un long silence. Puis, dans un souffle, elle a admis. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que David. Je l'aime. Mais toi, tu me fais ressentir autre chose. Comme si j'avais besoin de toi pour me sentir complète. Il a murmuré. Ce que tu ressens pour lui, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obligation. Elle a soupiré profondément. J'ai juste besoin de temps. Pour le bien de tous. Il a répondu, agacé. J'ai déjà assez attendu. Je sais, dit-elle doucement. Mais je dois faire ça correctement. Très bien, répondit-il. Mais ne me fais pas attendre pour toujours. J'étais arrivé au parking de Cooper. Je suis resté loin, à l'abri des regards. La voiture de Doris était juste devant l'entrée. Dans mon oreillette. Leur voix continuait. Douce, intime. Elle faisait des promesses. Elle disait qu'elle allait arranger les choses. Parce qu'au fond, j'aime encore Dave, murmura-t-elle. On est ensemble depuis si longtemps. Je lui dois au moins ça, tenir notre famille unie. C'est pour ça que je t'aime, murmura-t-il. Tu ressens tout si intensément. Puis je les ai vus. Doris était sublime. Élégante. Soignée. Bien plus apprêtée que ce matin-là. Quand elle avait quitté la maison. Et lui, il était grand. Athlétique. Sa peau était lisse, avec le teint profond d'un acajou poli. Beau. Peut-être, selon à qui on posait la question. Mais surtout, jeune. Pas plus de 30 ans lorsqu'ils se sont quittés. Avant de partir, il l'a attirée contre lui. Ses mains ont parcouru son corps, pressé contre elle. Et elle l'a laissé faire,
un court instant. Puis elle s'est éloignée. Je m'attendais à de la colère, peut-être de la jalousie. Mais elle ne m'a pas frappé comme je l'aurais imaginé. Est-ce que j'ai eu envie de le blesser? Bien sûr. Mais pour ça, il m'aurait fallu une batte et l'effet de surprise. Serait-ce juste? Non. Mais il n'y a rien de juste lorsqu'un homme poursuit la femme d'un autre. Je n'étais pas naïf. Il ne l'aimait pas. Il la désirait. Et une fois que la nouveauté aurait disparu, il passerait à autre chose. Et quelque chose en moi me disait que Doris le savait aussi. Elle n'était pas aveugle. Elle voyait parfaitement ce qui se passait. Et elle faisait un choix, mais pas avec lui. Avec moi. Pensait-elle vraiment que j'allais accepter ça? Notre mariage. Typique. Peut-être que 5% des hommes dirigent réellement leur foyer. Nous autres? On négocie. On s'adapte. On fait la paix. Je n'ai jamais gagné une dispute avec Doris. Même quand je croyais avoir le dernier mot, je ne l'avais pas. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait. Le sexe ne faisait pas exception. Elle l'aimait, mais toujours à ses conditions. Je n'ai jamais eu à supplier. Mais quand son intérêt a commencé à disparaître, je n'ai pas ressenti de frustration, mais un certain soulagement. Doris avait cette façon de rendre ses désirs communs, comme si c'était nos besoins à tous les deux. Elle ne se battait pas. Elle musait à petit feu. Et pourtant, elle restait une épouse incroyable. Une mère dévouée. Elle travaillait, étudiait, gérait la maison. Moi j'aidais, mais elle était la lionne. Celle qui tenait tout ensemble. Et si elle me manipulait, ce n'était pas par méchanceté. C'était juste sa façon d'être. Je ne lui en voulais que rarement. Comme lorsque je réalisais à quel point elle aimait avoir ce pouvoir sur moi. Tout homme marié, un tant soit peu lucide, sait que sa femme le façonne. Le pousse, le modèle, selon sa volonté. C'est une partie de la dynamique. Mais Marc, c'était différent. Je comprenais pourquoi elle était attirée par lui. Il était nouveau. Interdit. Un rappel que la vie pouvait encore surprendre. Qu'elle pouvait encore se surprendre elle-même. Et oui, le fait qu'il soit noir jouait un rôle. La nouveauté. L'excitation. Mais ça ne durerait pas. Marc était le premier, mais il ne serait pas le dernier. Et cette pensée me troublait plus que tout. Pas à cause de lui, mais parce que je savais que si Doris voulait faire de moi un mari qui tolère tout ça, elle le pourrait. Quelles étaient mes options? Rester, ou partir? Mais partir n'était pas si simple. On avait bâti une vie. Élevé des enfants. Traversé tant de choses. Et je détestais l'admettre, mais j'avais besoin d'elle. Après toutes ces années, je ne savais plus comment ne pas avoir Doris dans ma vie. Ce soir-là, je me suis forcé à faire comme si de rien n'était. Mais Doris voyait clair en moi. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas, Dave? J'ai secoué la tête. Rien. Juste le boulot. Longue journée. Elle m'a observé un moment, pas dupe. Tu en fais trop, dit-elle doucement. Tu devrais ralentir. Prendre soin de toi. Peut-être t'inscrire à une salle de sport. Je l'ai fixé. Je m'étais inscrit à une salle. 1 an plus tôt. Chaque matin, avant qu'elle ne se réveille, je partais m'entraîner. J'avais perdu 6 kilos sur les 8 que j'avais pris avec les années. J'avais un coach personnel. J'étais engagé dans le changement. Son attirance pour Marc n'avait rien à voir avec ma silhouette. C'était, comme elle me voyait. J'étais une vieille paire de pantoufles confortables. Marc, c'était les talons aiguilles neufs qu'elle voulait essayer. Mais au final, elle remettrait ses pantoufles. Même si elle ne les appréciait plus. Je ne l'ai pas pris personnellement. Au fond, je savais que Doris avait des décisions à prendre. Le lendemain, une surprise inattendue m'attendait. Une alerte du logiciel espion. Un appel téléphonique. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité a gagné. J'ai écouté juste au moment où Doris répondait. « Salut maman », dit-elle.
Je voulais voir pour Thanksgiving. Tu apporteras les patates douces au bourbon et la salade de brocoli? La voix de sa mère était chaleureuse mais directe. Bien sûr, ma chérie. Mais dis-moi, comment s'est passé le déjeuner avec Marc? Doris hésita. Oh maman? Il est incroyable. Mais, il veut plus. Et je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que je suis marié. J'ai choisi David. Un soupir. Puis la voix de sa mère se fit plus tranchante. Tu lui as tout donné. Et qu'est-ce qu'il t'a donné, lui? Tu avais des occasions de corriger ça il y a des années. Tu as perdu ton levier. Les enfants sont grands. Tu ne peux plus les utiliser. Je ne ferai jamais ça, répondit Doris fermement. Je suis peut-être une mauvaise épouse, mais je ne serai pas une mauvaise mère. N'importe quoi. Tu as été une excellente épouse. David s'est-il jamais plaint? Non. Tu as bâti un foyer parfait. Élevé 2 filles brillantes. Tu gagnes plus que lui. Tu lui as facilité la vie. La voix de Doris trembla. Oui, mais ça, c'est de la tromperie. Seulement s'il n'est pas d'accord, la coupe à sa mère. Tu sais comment ça fonctionne. Les femmes atteignent leur apogée plus tard. L'élan des hommes diminue, mais le nôtre grandit. On a besoin de variété. Eux, ils veulent juste une libération. Tu pourrais satisfaire plusieurs hommes pendant que David, lui, est limité par son endurance. S'il t'aime, il comprendra. Un long silence. Puis Doris soupira. Je ne sais pas. David est sentimental. Tu crois vraiment qu'il accepterait ça? Et s'il ne le fait pas, je ne veux pas le perdre. Tu ne le perdras pas, la rassura sa mère. Regarde ton père. Pas un génie. Mais j'ai eu d'autres hommes depuis près de 30 ans. Il s'est adapté. David le fera aussi. Agnès y a veillé quand elle t'a poussé vers lui. Laisse-moi lui parler. Elle comprend David mieux que quiconque. Puis après quelques banalités, l'appel prit fin. Je suis resté là, en silence. Un nœud dans la poitrine. Était-ce elle, qui m'avait forcé à épouser Doris? Une sensation de dégoût m'a parcouru l'échine. J'avais toujours soupçonné quelque chose, mais je n'avais jamais osé l'accepter. Écouter les pensées brutes de ceux qui vous entourent, c'est comme se regarder dans un miroir qui vous arrache toutes vos illusions. Et ce que j'ai vu dans ce reflet, ce n'était pas glorieux. Pendant des jours, j'ai attendu un changement. Une confrontation. Une révélation. Mais rien. Jusqu'à ce qu'un autre appel arrive. Cette fois, de Beth. Salut maman. Pat et moi on arrive mardi soir pour Thanksgiving, mais on devra repartir samedi. On a prévu quelque chose avec des joueurs de foot après leur match dimanche. D'accord, répondit Doris. Je le dirai à ton père. Mais, Pat ne sortait-elle pas encore avec ce nageur, Rick? Si, répondit Beth en riant. Il devra juste faire avec. Doris soupira. J'imagine que les temps changent. Si les hommes acceptent que leurs copines sortent avec d'autres. Oh maman, ne sois pas si vieille école. Mais en parlant de ça, comment ça se passe avec Marc? Non. Absolument pas. Je suis marié à ton père, dit Doris fermement. Beth rit. Allez maman. Papa est un vieil homme. Toi, tu es encore jeune. Tu ne peux pas laisser des idées dépassées t'empêcher de t'amuser un peu. Il comprendra. Il t'aime. Et puis, ce n'est pas comme s'il avait le choix. Qui d'autre voudrait de lui? Un éclat de rire se fit entendre, puis la voix de Patty ajouta. Maman, tu veux qu'on parle à papa pour toi? On peut lui expliquer. Lui rappeler tout ce que tu as fait pour lui. Il t'adore. Et pour être honnête, c'est injuste que tu sois lié à un seul homme pour toujours. Doris hésita. Je ne sais pas. Il ne se dispute jamais avec moi, mais il est sensible. Quand il était plus jeune, il aurait pu s'égarer, mais il ne l'a jamais fait. Je ne pense pas qu'il voit les choses comme vous deux. Mais il m'aime.
Si tu lui dis combien c'est important pour toi, insista Beth, rappelle-lui simplement qu'il a toujours été et restera toujours ta priorité. C'est exactement ce que j'ai dit à Rick, ajouta Pat. Et on s'en est très bien accommodé. Ta grand-mère a déjà parlé avec grand-mère Langdon, reprit-elle. J'espère juste que ton père comprendra que Mark n'est pas un remplaçant. Ce que Mark et moi avons n'égale en rien ce que ton père et moi partageons. Entendre mes filles parler de moi de cette manière ne m'a pas simplement blessé. Cela m'a anéanti. Et le pire dans tout ça? Je n'ai même pas réussi à me réconforter avec l'idée qu'elle croyait encore que Doris m'aimait. Je n'y arrivais pas. Pendant des jours, j'ai lutté. Incapable de comprendre mes propres émotions. Alors j'ai décidé de faire face. De me regarder en face, sans excuse. Oui, je faisais du sport. J'étais en meilleure forme que depuis des années. Mais j'avais ignoré les cheveux gris qui envahissaient ma tête, les vêtements dépassés que je portais par habitude. Un avocat est censé avoir l'air soigné. Pas usé. Je suis allé dans un salon chic. On a estompé les gris, coupé mes cheveux, stylisé ma coupe. Doris n'a rien dit. Ensuite, j'ai remplacé toute ma garde-robe à New York. Costume plus net, coupe moderne. Je n'avais pas rajeuni de 20 ans, mais je ne donnais plus non plus l'impression de foncer vers la soixantaine. Et pourtant, ni Doris, ni mes filles ne semblèrent remarquer. Quand elles sont rentrées pour Thanksgiving, j'attendais au moins un commentaire. Rien. Juste les mêmes bises froides sur la joue qu'elles me donnaient depuis des années. J'étais devenu invisible dans ma propre maison. Et la vérité, c'est qu'on n'avait presque plus rien en commun. Je savais plus de choses sur elles qu'elles n'en savaient sur moi. J'avais toujours été discret. Et à cause de ça, elles avaient construit une image complètement fausse de qui j'étais. Thanksgiving arriva, avec lui toute la famille. 21 personnes entassées chez nous. Ils sont arrivés tôt pour la parade, puis se sont installés devant le match de foot. Les hommes au salon. Les femmes à la cuisine. Je suis passé rapidement pour dire bonjour à ma belle-sœur Marian et à Anne, la femme de Larry Jr. Qui surveillait les plus petits. Beth aidait aussi. Puis je me suis éclipsé discrètement vers mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et mis mes écouteurs. Grâce au téléphone de Doris, j'ai pu écouter la conversation qui se déroulait dans la cuisine. Il est juste allé dans son bureau et a fermé la porte, nota Patty. La voix de ma mère coupa sèchement. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Que veux-tu dire, maman? Demanda Doris. Pour commencer, il s'habille différemment. Il a fait quelque chose à ses cheveux. Et sauf erreur, il a moins de cheveux gris. J'avais remarqué quelque chose, admit Doris, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. On a aussi perdu du poids, ajouta ma sœur Paula. Elle ne m'avait pas vu depuis Noël dernier. Peut-être bien, approuva ma mère. Je ne sais pas, répondit Doris. Il est bizarre depuis quelques semaines. J'ai cru que c'était le stress du boulot. Tu ne crois pas qu'il sait pour Mark? Demanda ma belle-mère. Un long silence s'installa. Puis Doris parla enfin. Je ne vois pas comment il pourrait savoir. Et même s'il savait, il n'y a rien à savoir. Je n'ai encore rien fait avec Mark. Peut-être que c'est juste une crise de la quarantaine, supposa ma mère. Il est à cet âge-là. Les filles sont parties, ajouta ma belle-mère. Il se sent peut-être simplement perdu. Ce qui expliquerait ces changements soudains, ajouta Margaret Boswell. Alors il faut faire attention, prévint ma mère. Il faut le ramener doucement à la réalité. Si c'est une crise, on doit la gérer avec précaution. Peut-être que je devrais mettre Mark de côté pour l'instant, hésita Doris. N'importe quoi, coupa ma mère. David a besoin de direction. Il doit suivre le plan. Tu ne dois pas douter de toi. Alors maman devrait juste lui dire qu'elle veut un amant? Plaisanta Patty. Pas directement, répliqua sèchement ma mère. On devrait d'abord envoyer les hommes lui parler. Qu'ils l'entendent de son père et de Larry. Ils sont passés par là. Ils sont heureux. Il n'y a aucune raison que David ne le soit pas aussi. Mais s'il est fragile en ce moment, ce n'est pas le moment de lui jeter un homme plus jeune au visage.
Il faut le préparer en douceur. Tu veux dire, l'amener à accepter un autre homme dans la vie de sa femme, demanda Patty en étouffant un rire. Bien sûr que non, rétorqua ma mère. Ton père est un homme bien. Fier. Dévoué. Si on s'y prend bien, il acceptera. Je n'ai jamais négligé mon mari, ajouta-t-elle. Je n'ai jamais pris un amant sans m'assurer qu'il était heureux. Peut-être qu'il était sur la touche, mais dans mon cœur, il a toujours été le premier. Dave Senior sait qu'il est l'amour de ma vie. Maintenant, c'est à nous. Doris, montre l'exemple. Nous sommes toutes derrière toi. Des murmures d'approbation suivirent. Assis là, les écouteurs dans les oreilles, les mains tremblantes, j'ai réalisé qu'ils ne parlaient pas seulement de moi. Ils étaient en train de planifier comment me remodeler, me reformater. À leurs yeux, ils ne me forçaient pas à accepter une trahison. Non. Ils garantissaient simplement à Doris la liberté qu'elle méritait. Elle avait sacrifié sa jeunesse. C'était entièrement dédié à sa famille. Maintenant que les enfants étaient partis, n'était-ce pas juste qu'elle reprenne un peu de bonheur? Ma mère menait la charge. Avec la conviction de quelqu'un qui avait toujours vécu selon ses règles. Il parlait de moi comme d'un enfant têtu qu'il fallait manipuler avec douceur. Je n'en pouvais plus. J'ai arraché mes écouteurs, quitté le bureau, traversé la maison sans un mot. Et j'ai marché. Des kilomètres. La tête en feu. La rage au ventre. Quand je suis revenu, la maison était toujours pleine de rires, de conversations. Personne n'avait remarqué mon absence. Ce soir-là, une fois les invités partis, les filles endormies, Doris me demanda. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je ne sais pas, avouai-je. J'ai juste l'impression que tout change, et que je ne suis peut-être pas prêt. » Elle se blottit contre moi, comme toujours. « Peu importe ce qui arrive, je t'aimerai toujours. Tu as toujours été, et tu resteras toujours, la personne la plus importante dans ma vie. » Autrefois, ces mots m'auraient rassuré. Maintenant, ils pesaient sur ma conscience comme un poids bien placé. Elle avait toujours su comment me faire sentir coupable. Et rentable. Puis, un jour, j'ai franchi la ligne. Tout a commencé par des terrains. Des parcelles sans valeur, difficiles d'accès, perdues au bout de chemins oubliés. Des agriculteurs à bout de souffle avaient vendu les terrains bordant la route, laissant leurs propriétés principales enclavées. Et puis un grand distributeur a eu besoin d'un terrain. Pour un entrepôt. Juste à côté de l'autoroute. Ils avaient aussi besoin d'un nouvel accès à la voie rapide. Et Jimmy, mon ami bien placé, était au courant avant que le public ne le sache. Pendant que je proposais mon aide juridique aux propriétaires terriens, j'ai vu ce panneau, à vendre. 250 acres de pâturage négligés. Des terres abandonnées issues d'une vieille ferme laitière. Sur le papier, peut-être 1500 $ l'acre. Mais très vite, elles allaient en valoir 20 fois plus. J'ai vidé mes économies. J'ai sacrifié mon 4 cents un cas. Je me suis laissé sans un sou. Et j'ai enterré l'achat derrière une société écran basée dans le Wyoming. Aucune trace papier. Rien. Je ne pouvais pas dire à Doris où était passé tout notre argent. Alors j'ai menti. J'ai accusé le marché. L'économie. La concurrence féroce. N'importe quelle autre femme aurait posé des questions. Pas Doris. Ça ira, Dave, m'a-t-elle dit, en balayant le tout d'un revers de main. Tant qu'on est en bonne santé, et ensemble, le reste, on s'en fiche. Elle a réduit ses dépenses. A pris des heures en plus. Elle ne s'est pas acheté une robe pendant plus d'1 an. Je lui ai promis que je me rattraperais. Mais ce jour-là, il n'est jamais venu. 2 ans plus tard, j'ai vendu le dernier acre. Prix final, 22 000 $ l'acre. J'étais riche. Mais à ce moment-là, j'étais déjà passé à l'étape suivante, acheter avant l'État. Toujours un pas en avance sur leurs acquisitions officielles. Les gens ont commencé à poser des questions. Les vrais initiés politiciens, promoteurs ne voulaient pas d'enquête. Tant que je gardais le silence, on me laissait tranquille. Je n'ai jamais dépensé l'argent.
Je me disais que c'était pour notre avenir. Un jour, je trouverai une explication propre. La dernière chose que je voulais, c'était que Doris découvre qui j'étais vraiment. La veille de Noël, c'était réservé à la famille élargie. Mais le jour de Noël, c'était notre jour. Comme toujours. Doris et ma mère avaient tout orchestré. Une dinde massive, l'agneau célèbre de ma belle-mère, et le jambon rôti signature de ma propre mère. Je sortais la dinde du coffre de la nouvelle Mercedes de Doris, un cadeau d'anniversaire de ses parents. Quand ma mère est arrivée. David, dit-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Quand tu auras fini, on doit parler. Ce n'était pas une suggestion. Elle m'a conduit dans le bureau de mon père et m'a tapoté la place sur le canapé à côté d'elle. Je me suis assis. Elle a pris mes mains dans les siennes, les serrant comme elle le faisait quand j'étais enfant. Tu ne sembles pas toi-même, dit-elle doucement. S'il se passe quelque chose, la famille est là. Elle cherchait sur mon visage un aveu. Mais je n'ai rien dit. Elle n'était pas stupide. Elle savait. Sa voix s'est adoucie. David. Un homme honnête soutient les besoins de sa femme. Un bon mari fait des sacrifices. Tout comme Doris l'a fait pour toi. Elle avait enfin compris que je n'étais pas aussi naïf qu'ils le pensaient tous. Mais au lieu d'abandonner leur plan, elle a changé d'approche. Elle a présenté cela comme un devoir. Une responsabilité. Dans son esprit, ce n'était pas une trahison. C'était faire ce qu'il fallait. Elle n'avait jamais compris qui était vraiment son fils. Et c'était ma faute. J'avais joué l'imbécile si longtemps. Qu'ils y avaient tous cru. À leurs yeux, j'étais le mari aveugle. Celui qu'on pouvait manipuler avec des appels à l'amour, à la loyauté, à la famille. Mais ils avaient tort. Je n'étais plus cet homme. La technologie m'avait ouvert les yeux. Et elle avait révélé leurs secrets. Elle m'avait montré la vérité sur les gens que je croyais connaître. Je ne vois pas en quoi avoir une femme qui couche ailleurs est une fierté, dis-je. Elle tressaillit. Mais ne répondit pas. Dans la vie, tout est transactionnel, continuai-je. On passe des accords. Pas toujours sur l'argent. Parfois, ce sont des vœux. Des engagements spirituels. Devant Dieu. On demande sa bénédiction. On trébuche parfois. Mais au moins, on essaie. Je l'ai regardé. Droit dans les yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Sinon, une femme pourrait finir par border son enfant. Avec des lèvres encore chaudes, d'avoir trahi son mari. Elle s'est figée. Quelle que soit la réponse qu'elle avait préparée, elle s'était évaporée. Le choc. La honte. La colère. Et enfin, la douleur. Sa voix n'était qu'un souffle. David, qu'est-ce que tu viens de dire? Je l'ai regardé. Sans ciller. Embrasser tes enfants après avoir trompé leur père. C'était séhurant. Ses mains ont glissé des miennes. Elle s'est levée d'un bond. Presque en trébuchant, elle s'est précipitée hors de la pièce. Dans le couloir, Doris l'attendait. « Maman » demanda-t-elle, l'inquiétude dans la voix. « Qu'est-ce qui se passe ?» Tout cela avait été planifié. Peut-être même par toute la famille. Ils attendaient cette confrontation. Je suis sorti discrètement par la porte d'entrée. J'avais encore le double des clés de Doris. Je suis monté dans sa voiture. Et j'ai roulé. Je me suis retrouvé au Belvedere Hendrick Hudson. Le lieu qu'on appelait « le sentier des amoureux » quand on était ado. Il m'avait fallu attendre la terminale pour avoir le courage d'y emmener une fille. Et même là, je n'étais pas allé bien loin. Je n'ai jamais été ce genre de gars. Celui qui séduit les femmes avec aisance. Mais à 25 ans, tout juste diplômé de l'école de droit, tout avait changé. Le regard des femmes sur moi avait changé. Mais à ce moment-là, j'étais déjà pris. Doris m'avait dans sa toile. Et elle n'allait pas me lâcher. Quand elle me voulait, je devais être là. Maintenant qu'elle en voulait un autre, je devais m'effacer. C'était tordu. Mais dans sa tête, ça avait du sens. Doris avait façonné notre vie.
Notre maison. Nos enfants. Notre avenir. Je n'aurais rien bâti de tout cela sans elle. Et maintenant? Elle voulait un frisson. Une distraction. Elle ne me refusait pas les mêmes libertés. Elle ne croyait juste pas que j'étais capable d'en profiter. Parce qu'à ses yeux, j'étais vieux. Et pathétique. L'intervention de ma mère? C'était censé me rassurer. Me montrer que j'étais aimé. Inclus. Mais au lieu de me consoler, ça a confirmé ce qu'il pensait de moi. Faible. La vérité? Je l'avais vu venir. J'avais été naïf. Mais plus maintenant. J'avais appris à jouer. J'avais observé comment tout fonctionnait. Et je m'étais adapté. Pas parce que j'y étais obligé. Mais parce que je voulais gagner. Pas pour l'argent. Ni le pouvoir. Mais parce que perdre face à Doris, c'était tout perdre. Et ça faisait 20 ans que je perdais face à Doris. Je me suis garé. J'ai sorti mon iPad. Et j'ai lancé le logiciel espion. Une voix a retenti. Beth is gone. La voiture de maman a disparu. Si nous avons de la chance, il ne reviendra pas, ajouta Anne. J'avais toujours su qu'Anne ne m'aimait pas, mais maintenant, elle avait enfin une excuse. Anne était un vrai problème, une voix rauque, une femme séductrice, du genre à transformer les hommes en idiots. Larry Junior n'était pas très intelligent, mais il avait du statut et de l'argent, ce qui lui avait assuré une place auprès de lui. Ils avaient un fils de 5 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, comme son supposé père. Je m'étais toujours demandé. À présent, en écoutant, ma mère exposait son plan. Mon fils est têtu, dit-elle, il m'a presque accusé de le trahir. Ça ne ressemble pas à David, dit ma belle-mère. Ashka, c'est un homme trop bien pour ça, il en sait trop, répondit ma mère. Les hommes ont dû faire une erreur, la voix de Doris intervint, tendue. Alors, que fait-on? Je ne veux pas perdre mon mari. Il faut être intelligent, dit ma mère. S'il ne veut pas accepter de son plein gré, il faudra le convaincre. Ma sœur intervint. Ne sous-estimons pas mon frère, il a toujours tout calculé. Elle parlait du jeu de poker. Adolescente, j'avais compris que notre oncle Jacques trichait. Tout le monde le savait, mais personne ne l'avait jamais dénoncé. Nous jouions seulement pour quelques sous, mais je détestais être manipulé. Alors, j'ai étudié ses méthodes pendant des semaines. Je le laissais croire qu'il gagnait, et pendant des semaines, il perdait. Il ne pouvait pas m'accuser, car cela aurait révélé ses propres astuces. Finalement, le jeu s'est arrêté, et l'oncle Jacques ne m'a plus jamais parlé. Oui, mais David a une faiblesse, dit ma mère, puis elle exposa sa stratégie, l'alcool. Je buvais rarement, mais cette fois-là, j'avais trop bu, et j'étais complètement inconsciente à la fête du réveillon du Nouvel An. Il remplirait mon verre en continu. Pendant ce temps, Anne jouerait son rôle, flirter, faire des suggestions, me guider vers ce qu'il voulait. Quand je serais assez ivre, il me mènerait à l'étage, me déshabillerait et me mettrait au lit avec une autre femme. Il prendrait des photos. Au matin, je me réveillerais confuse, avec la gueule de bois, et la preuve que j'avais été infidèle. Avec ce genre de levier, que pourrais-je dire? Je n'aurais pas d'autre choix que d'accepter le nouveau plan de Doris. Bien sûr, cela ne signifiait pas que j'aurais la même liberté. Ce n'était pas une question d'équité, mais de contrôle. Doris voulait sa liberté. Moi, je devais l'accepter. Le problème, c'est qu'Anne ne voulait pas jouer le jeu. « Est-ce que je dois vraiment coucher avec lui ?» demanda-t-elle, la voix dégoulinante de dégoût. « Tu n'as rien à faire, » assura ma mère. « Tu dois juste le mettre au lit, le déshabiller, et laisser les photos faire le reste. » Mais même cela était trop pour Anne. Alors, ils ont choisi quelqu'un d'autre. La femme de mon frère Samuel, Hélène, timide, silencieuse, récemment mariée et enceinte. Elle accepta parce qu'elle voulait s'intégrer. Elle était parfaite. Elle ne discuterait pas, ne compliquerait rien, elle serait le témoin parfait, innocente, indiscutable. Assise dans la voiture de luxe de Doris,
je regardais les collines sombres des Catskills, ces mêmes montagnes brumeuses qui avaient inspiré Washington Irving pour Rip Van Winkle. Le brouillard glissait sur la vallée en contrebas, et l'Hudson scintillait sous la lumière de la lune. Un endroit parfait pour une vieille légende, mais pas pour écouter son mariage mourir. Puis, j'entendis la voix de Doris. Nous devons donner plus de temps à David. Une seconde voix répondit, prudente. Et Mark? Va-t-il attendre? Doris hésita. Mark est inquiet. Nous sommes tous les deux en congé cette semaine, il pense que c'est le moment parfait pour, comme il dit, louer une chambre. Un silence, puis un soupir. Mais j'ai besoin de mon David, avoua-t-elle doucement. Il est mon premier et vrai amour. Puis une autre voix, froide et certaine, celle de ma mère. Notre plan fonctionnera. C'est dur, mais David le mérite. Je vais lui parler en premier, dit Doris, mais je ne peux pas faire attendre Mark indéfiniment. Et comme ça, la conversation prit fin. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner au dîner de Noël. L'atmosphère était froide, tendue, sauf Anne, qui avait clairement accepté sa mission, flirter avec le mari vieillissant qu'il devait manipuler. Je n'avais même pas le temps de prendre ma fourchette que Doris attrapa ma main. « Viens avec moi, dit-elle. » Je regardai mon assiette. « Et le dîner ? » « On ne reste pas, répondit-elle. On doit parler. »« Il reste quelque chose à dire ? » ?»« Oui, insista-t-elle. » Mais au lieu de parler, elle nous conduisit directement au Hilton. Elle avait réservé une chambre, une bouteille de champagne blanc bien fraîche attendait sur la table. Je soufflai brusquement. « Tu t'en es souvenu ? Comment oublier ? » murmura-t-elle. « C'est ma première fois, c'est la dernière, dis-je. » Elle secoua la tête. « Non, pas si on peut l'éviter. » Elle m'embrassa lentement, délibérément, avec insistance, et comme toujours, cela mena au lit. Après, elle se blottit contre moi, murmurant les mêmes mots qu'elle répétait toujours. « Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu es mon éternel. Personne ne prendra jamais ta place. » Je soufflai, fixant le plafond. L'amour, peut-être, mais l'usage, sûrement. Et y a-t-il vraiment une différence ? Elle leva la tête, cherchant mes yeux. Bien sûr que oui, insista-t-elle. C'est pour ça que je veux qu'on ait la liberté, parce que je t'aime. Je secouai la tête. Un oiseau en cage reste parce qu'il doit rester. Ne lui ouvre pas la porte et ne t'attends pas à ce qu'il reste. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne te crois pas. Sa prise sur ma main se resserra. Non, dit-elle, presque désespérée. Crois-moi, je t'aime seulement toi. Elle ne comprenait toujours pas. Ne laisse pas la fierté nous détruire, supplia-t-elle. Ce n'est que physique, ça ne veut rien dire. Je soutins son regard, inébranlable. Doris, tu fais un argument que tu ne peux pas gagner. Sois heureuse avec ce qu'on a. Je la serrai contre moi, même si je savais déjà que c'était la fin. Pendant près de 20 ans, je l'avais laissé croire aux mensonges qu'elle se racontait. Elle soupira, pressant son visage contre mon épaule. « Odev, fais-moi confiance. » Je chuchotai ma dernière réponse. « Non, Doris. Crois-moi, je n'accepterai jamais ce que tu proposes. » Et sur ces mots, je mis fin à la conversation. Mercredi, elle avait un dîner prévu avec Mark. J'écoutais assez longtemps pour confirmer ce que je savais déjà, aucune hésitation, aucun remords. Ils avaient réussi, et moi, je n'existais simplement pas. Le réveillon du Nouvel An. J'avais commencé la soirée à l'Irish Fog, un vieux repère, appelé quelques vieux amis, laissant ma famille hors de la liste d'invités, mais je gardais la tête claire. À 20h, j'arrivais chez Larry Junior Fall, imprégné de whisky et de fumée. Qu'il croit que j'étais déjà parti. Comme prévu, les verres commencèrent à circuler. Anne me traîna sur la piste de danse, se pressant contre moi, jouant son rôle. Je la laissai faire. À minuit, ils décidèrent que j'étais prêt. Anne et Hélène prirent chacune une de mes mains et me conduisirent à l'étage. Je les laissai faire. Elles me poussèrent dans une chambre d'amis,
me jetèrent sur le lit, et commencèrent à me déshabiller. Prépare-toi, dit Anne, puis nous prendrons les photos. Hélène hésita, les doigts tremblants contre ma chemise. Tu sais, il n'est pas si mal en forme, murmura-t-elle. Peu importe, enlève-lui juste le pantalon, coupa Anne, en retirant sa robe. Hélène atteignit ma ceinture. C'est alors que je pris la parole. Je ne pense pas que je veuille que tu fasses ça, sauf si Anne est réellement prête à coucher avec ce vieil homme, pas si gros que ça. Hélène recula comme si elle venait de se brûler. Merde, merde, murmura Anne. Je me redressai, ajustant ma chemise. Ma sœur m'avait prévenu, dis-je calmement. Mais est-ce que quelqu'un dans cette famille écoute jamais? Le visage d'Anne se déforma. Je me levai, boutonnai mes poignets, et... J'ai lissé ma veste, puis j'ai dit, descends et envoie-moi la femme qui se fait appeler ma femme. Ils ont quitté la pièce en courant. J'ai écouté le chaos en bas, des murmures précipités, paniqués, des bruits de pas désordonnés. Je ne me suis pas donné la peine d'écouter plus longtemps, ce jeu était terminé. Quelques minutes plus tard, Doris apparut dans l'embrasure de la porte. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Oui, » répondis-je, « entre, assieds-toi. » Elle entra, le visage rouge et marqué par les larmes, le nez qui coulait, reniflant pitoyablement, désespérée. Elle n'était pas désolée. Non, elle regrettait seulement d'avoir été prise. « Que regrettes-tu, Doris ?» demandai-je. « Veux-tu un autre homme? Ou être dans son lit mercredi dernier ?» Elle eut un hoquet de surprise, la panique brillant dans ses yeux. « Non, David, je t'en prie, je t'aime. Ça ne signifiait rien, tu dois me croire. Je sais que tu m'aimes et que tu me pardonneras. » Elle pensait vraiment ça, confondant mon calme avec de la faiblesse. Je soutins son regard, ferme et implacable. « Non, Doris, je ne t'aime pas. » Son visage se tordit de désespoir. « David, s'il te plaît, oublions tout ça. » Je l'interrompis d'un ton léger, presque détaché. « Oh, je te pardonne, Doris. » Un éclat d'espoir traversa ses yeux. « Il n'y a qu'un problème, » continuai-je. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, intriguées. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Je n'hésitais pas. « Ça veut dire que je ne t'aime pas, Doris. Je ne t'ai jamais aimé et ne t'aimerai jamais. » Elle aspira brusquement. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-elle. « Tu es juste en colère. » Je ris, bas et calme. « Ai-je l'air en colère ?» Elle cligna des yeux rapidement, comme si elle essayait de réécrire la réalité, de transformer ce moment en quelque chose qu'il n'était pas. « J'ai passé 19 ans dans ce mariage, » dis-je. Ce n'était pas si mal. Une cage dorée, peut-être. Mais maintenant, la porte est ouverte, et je sors, reconnaissant. Elle saisit mon bras. « David, arrête, tu ne peux pas me quitter à cause de ça. » « Si, dis-je. Tu voulais un mariage ouvert. Je t'offre le mariage le plus ouvert possible, un sans mari. » Je me tournai vers la porte. Sa voix se fit plus dure. « Que vas-tu dire à nos filles ?» Je marquai une pause. « Rien, dis-je. Au revoir, c'est tout ce que j'ai à leur dire, et à toi. » Elle inspira vivement. « Tu ne penses pas ce que tu dis. » Je haussai les épaules. « J'aimerais croire qu'elles ne sont pas à moi, dis-je. Mais, vu qui elles sont et qui est ma mère, je n'en doute pas une seconde. » Je m'arrêtai. Ce n'était pas vrai. Mes vraies filles, les petites, seraient toujours à moi. Celles qui s'assoyaient sur mes genoux, les yeux grands ouverts pendant que je lisais Make Way for du Kling. Celles qui serraient ma main en murmurant. « Tu crois que les cantons traverseront la route ?» Elles n'avaient jamais grandi. « Elles attendent toujours les cantons, » murmurai-je. Et sur ces mots, je sortis. Bien sûr, ma mère attendait. Elle se tenait là, avec mon père, bloquant la porte. « Tu crois aller où ?» demanda-t-elle. Je souris. Bonne question. Je n'ai pas de réponse. Je suppose, dans des endroits que je n'ai pas vus depuis 20 ans. Son expression se déforma. Alors tu fuis juste parce que la vie ne s'est pas déroulée comme tu voulais?
Non, répondis-je simplement. Je pars chercher la vie, celle qui m'a manqué. Tu as besoin de nous, David. Qui prendra soin de toi, soupira mon père. Réfléchis, mon fils. Doris a été bonne pour toi. Nous savons tous combien tu as besoin d'elle. Je le regardai dans les yeux. Désolé, papa, dis-je en souriant, mais je suis déjà parti. Vous ne l'avez juste jamais remarqué. Ses sourcils se froncèrent. La porte était déverrouillée tout le temps. Il suffisait juste de tourner la poignée. J'embrassai la joue de ma mère, puis je l'ai dépassée. J'avais quitté ma femme. J'avais quitté mes filles. J'avais quitté ma famille. J'étais libre. Seul. Mais en vérité, j'avais toujours été seul. Seulement, cette fois, je ne serais pas seul longtemps. Parce que le vieil homme avait toujours la seule chose qui comptait, l'argent. Et ce soir, je faisais mes comptes. Just a little guy. But we've added a new visual effect. Here we go. That one is for your guys' enjoyment. I've got one more that I'm planning on making. It's gonna be a little more resource intensive to make, but okay, check it out, chat. I've got the new summer edition Red Bull. I have not tried it yet. It is Sadachi Lime. I don't know. I guess we'll have to try it. Let's see how it is. This is the Mana live reaction. Let's get the ASMR crack. I don't know if my filter is gonna get this or not, but we're gonna try it. Oh yeah. Oh, that's that good stuff. I hate it. Okay, I don't hate it. It is just lime flavored though. Yeah, it tastes like a 7-Up, but not even as good. It's like a less carbonated 7-Up. It's like a half flat 7-Up. Would not recommend. What's up, Q? Welcome back. How you doing, man? Okay, officially would not recommend summer edition. We're just gonna have to rock with it though, because I got the big one. Hex, what's up, man? Welcome back. So yeah, we're back. We're back with our regularly scheduled hardcore content. We're halfway through a run, guys. For those that were here last Thursday, which was ages ago now, welcome in. YT showed back up and respawned us while we were in the Nether, just about to get blaze rods. And the fortress was not close to the portal, so we ended up calling it there. I just have to continuously recheck my spelling. I mean, I'm not going to be offended if you do double N instead of double A, but I appreciate it regardless. So yeah, Hex and Q, I don't know if you guys were here for the announcement, but we have some new alerts for you guys. Mostly, hold on, I'm going to turn this music down a little bit. Mostly in the visual department, we have visual effects. So check this out. Oh, you got it. You got it. So there's 7 of these now because I added one.
I apologize on behalf of Welcome In. It's cool. It's cool. I did notice he started doing hardcore with crowd control on his stream. That was kind of funny. But I was there for the start of the stream. Yeah, so we're halfway through a run, so we're gonna pick up where we left off and see if we can't get it done today. All right. So what do you say we get into it, gamers? Oh yes, also the other update. I just posted this in the Discord. I don't know if you guys are in there, but if you want updates on stream and all things related to stream, the Discord is where to find it. But yeah, so crowd control coins for subscribers. I set it up wrong. I was under the impression that subscribers could redeem 50 coins every 30 minutes, just like regular users could redeem 25 coins every 30 minutes. That was wrong. It's apparently a monthly redeem instead of a 30-minute redeem.